Que se passe-t-il quand la plus grande force imprévisible de la planète décide que l'énergie ne doit plus être perçue comme une simple marchandise, mais comme une arme? La réponse à cette question nous éclaire sur le fait que, quasiment du jour au lendemain, la stabilité est devenue l'élément clé de l'hémisphère occidental. Ce soir-là, un changement discret mais extrêmement dangereux s'est produit. La politique énergétique des États-Unis a franchi une nouvelle ligne rouge et Cuba, loin de se soumettre, a choisi de regarder au-delà de ses frontières. Les répercussions de ce choix se propagent désormais dans toute la région des Caraïbes. Washington a décrété un embargo pétrolier total sur Cuba en fermant les canaux d'approvisionnement en pétrole vénézuélien, anticipant un effondrement rapide de l'économie cubaine. Le raisonnement semblait implacable. Sans pétrole brut du Venezuela, Cuba serait paralysé en un temps record. Les experts prédisaient une chute inévitable. Les analystes, quant à eux, s'accordaient à dire qu'il n'existait aucune option pour Cuba. Mais cette certitude s'est effondrée bien plus tôt que prévu. Le 11 janvier 2026, depuis son compte Truth Social, le président Trump a lancé un message qui a fait écho dans toute l'Amérique latine. Pas de pétrole, pas d'argent, rien. Passez un accord maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Le ton ne laissait place à aucun doute. L'énergie n'était plus simplement un carburant, c'était désormais un instrument de pression. La souveraineté s'accompagnait de nouvelles conditions. Gardez vos lumières allumées ou pliez-vous. Ce qui s'est produit ensuite a révélé une erreur de calcul stratégique que peu à Washington avaient prévue. Alors que la pression américaine s'intensifiait, la planification à long terme d'un autre pays comptait soudainement plus que jamais. Une nation qui avait passé des décennies à investir dans l'indépendance énergétique et les relations internationales prévisibles était maintenant parfaitement positionnée pour intervenir dans le vide. À partir du 3 janvier, les événements se sont déroulés rapidement. Les forces américaines ont mené une opération militaire au Venezuela qui a abouti à la capture du président Nicolás Maduro. Ce n'était pas une arrestation diplomatique, c'était une action directe qui a laissé 32 personnels militaires et de renseignement cubains morts, des individus qui avaient été stationnés là-bas pour la coopération en matière de sécurité. La conséquence immédiate a été brutale et précise. Les expéditions de pétrole vénézuélien vers Cuba se sont arrêtées instantanément. 26 500 barils par jour ont disparu. La moitié du déficit pétrolier de Cuba s'est évaporé du jour au lendemain. En même temps, Washington est entré en pourparlers avec Caracas sur un arrangement de 2 milliards de dollars impliquant 50 millions de barils de pétrole brut, non pas pour stabiliser le Venezuela, mais pour réacheminer son pétrole vers les raffineries américaines pendant que les revenus restaient sous la supervision du Trésor américain. Regardant la Havane se démenant, l'équipe de Trump a décidé que c'était le moment de serrer la vis. Des ultimatums ont suivi, mais pendant que le président émettait des avertissements en lettres capitales, les responsables cubains opéraient déjà sur un registre différent. En quelques heures, le ministre des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a répondu calmement et délibérément. « Cuba, a-t-il dit, a le droit d'acheter du carburant de tout pays désireux de le vendre. » Ce n'était pas de la défiance pour les spectacles, c'était de la stratégie. En coulisses, la Havane parlait déjà avec Mexico, posant une question que Washington n'avait jamais anticipée. Pas « allez-vous nous sauver », mais « qui est prêt à construire des relations énergétiques à long terme sans menace politique attachée ?» C'est là que l'analyse américaine a échoué. L'histoire est pleine d'exemples de grandes puissances utilisant l'énergie comme étranglement. Contrôler l'approvisionnement, appliquer la pression, exiger la soumission. C'est un vieux scénario. Ce qui est différent maintenant, c'est qui remplit l'espace créé par cette pression. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a publiquement confirmé que son pays était devenu un important fournisseur de brut à Cuba, non pas par la force ou l'idéologie, mais par un échange commercial normal. Les volumes n'ont pas explosé, mais le message comptait, et ce message a ouvert la porte à une approche que le Canada raffine discrètement depuis des décennies. Pendant que Trump avertissait Cuba d'agir avant qu'il ne soit trop tard, Ottawa démontrait une philosophie complètement différente. Coopération énergétique basée sur le bénéfice mutuel, commerce sans humiliation, engagement qui ne force pas les petites nations à choisir entre survie et respect de soi. Même le renseignement américain a reconnu les limites de l'approche de Washington. Une évaluation divulguée a clairement indiqué que Cuba est sous tension.
L'agriculture et le tourisme sont en difficulté. Les pannes sont fréquentes. La perte du soutien vénézuélien rend la gouvernance plus difficile. Mais plus difficile ne signifie pas impossible. Sous tension ne signifie pas brisé. Et en difficulté n'équivaut pas à se rendre. Ce dont Cuba a besoin en ce moment n'est pas un sauvetage. Il a besoin de fiabilité. Il a besoin de partenaires qui ne disparaissent pas après un seul tweet. C'est précisément là que l'expertise canadienne devient pertinente. Les mathématiques sont simples. Le Venezuela fournissait à Cuba plus de 26 000 barils par jour, d'une valeur d'environ 47 millions de dollars par mois. Ce flux de revenus a maintenant disparu. Le Mexique a comblé une partie de la lacune, mais pas toute. Environ 13 000 barils par jour doivent encore provenir de quelque part. Pour les géants pétroliers américains, ce volume s'enregistre à peine. Pour les entreprises énergétiques canadiennes, il représente exactement le type de partenariat à long terme, à échelle moyenne, qui construit la confiance et ouvre des portes. Le Canada produit plus de 5 millions de barils par jour et exporte la grande majorité. L'infrastructure existe, la capacité de raffinage existe, l'expérience existe. Mais plus que tout cela, le Canada offre quelque chose qui est soudainement en pénurie, la prévisibilité. C'est là que le contraste devient impossible à ignorer. Washington voit Cuba comme un problème à écraser en conformité. Appliquer la pression, augmenter l'isolement, affamer le système jusqu'à ce qu'il se brise. Ottawa voit un pays souverain face à un défi énergétique qui peut être abordé sans coercition. Cette différence n'est pas cosmétique, elle est fondamentale. Lorsque les États-Unis mènent des raids militaires, imposent des blocus pétroliers et exigent un alignement politique en échange de carburant, chaque pays de la région prend note. Le message est clair. L'accès à l'énergie vient avec des conditions, et ces conditions peuvent être tirées à tout moment. Lorsque le Canada maintient des exportations stables à travers les changements de gouvernement, honore les contrats malgré les différends commerciaux et sépare les marchés énergétiques des crises de colère politique, il envoie un signal différent. Les partenariats canadiens perdurent. Ils sont ennuyeux, ils sont stables, et en temps volatile, l'ennui n'a pas de prix. Le langage du renseignement compte ici. Cuba pourrait faire face à de plus grandes difficultés. Pourrait, pas doit, pas va. Cette formulation conditionnelle révèle la réalité. La Havane a des options et elle recherche activement des partenaires qui ne transformeront pas le carburant en arme au moment où les tensions montent. En quelques jours seulement, Washington a surjoué sa main. Cuba a refusé de paniquer. Le Mexique est intervenu modestement et le Canada s'est retrouvé exactement là où la planification à long terme tend à vous placer lorsque la crise frappe. Prêt? Ce n'est pas une question d'idéologie ou de choix de camp. C'est une question d'arithmétique énergétique. 13 000 barils par jour. C'est tout ce dont Cuba a besoin pour stabiliser son réseau. Le Canada peut fournir cela sans sourciller et il peut le faire sans menace militaire, sans schéma de supervision financière ou sans humiliation publique. Le bilan du Canada part de lui-même. Les exportations énergétiques vers les États-Unis se sont poursuivies malgré les guerres commerciales, les batailles tarifaires et les insultes politiques. Les contrats ont été honorés même lorsque Washington a qualifié le Canada de menace à la sécurité. Cette cohérence est maintenant remarquée par chaque pays qui voit les approvisionnements énergétiques devenir des monnaies d'échange. Les responsables cubains comprennent cela. Si le Mexique peut devenir un fournisseur important avec des volumes limités, que se passe-t-il lorsque vous travaillez avec un producteur majeur qui respecte les accords à long terme? Le récit selon lequel Cuba est isolé et désespéré ne correspond pas à la réalité. La Havane diversifie. Elle affirme son droit de commercer librement et elle repousse l'affirmation selon laquelle sa relation avec le Venezuela était basée sur une compensation illicite. Ce ne sont pas les actions de gouvernement se préparant à se rendre, ce sont les actions de gouvernement en recalibrage. Chaque ultimatum de Washington rend le modèle alternatif du Canada plus attrayant. Non pas parce que le Canada manque d'intérêt, mais parce qu'il n'arme pas l'imprévisibilité. L'accord pétrolier en cours entre les États-Unis et le Venezuela envoie une leçon à la région. Conformez-vous ou regardez vos ressources réacheminées sous supervision.
Une relation énergétique potentielle entre le Canada et Cuba enseignerait une leçon entièrement différente. La fiabilité dure plus longtemps que la volatilité. Trump croit que cette stratégie démontre la force. En réalité, elle met en évidence l'instabilité. Et sur les marchés énergétiques, l'instabilité coûte cher. Un raid, une publication, un changement de politique, la moitié de votre approvisionnement disparaît. Ce n'est pas de la sécurité, c'est de l'exposition. L'approche du Canada ne comporte pas ce risque. Pas de raid, pas d'ultimatum, pas d'approvisionnement conditionnel, juste la livraison, les contrats et la continuité. Ce n'est peut-être pas dramatique, mais cela fonctionne. Le schéma est déjà visible. Pression de Washington, adaptation à la Havane, soutien du Mexique et conversation calme et délibérée à Ottawa sur ce à quoi ressemblent des partenariats hémisphériques responsables. Ce moment ne concerne pas le sauvetage de Cuba. Il s'agit de prouver qu'il existe une autre façon de gérer les relations énergétiques, une façon ancrée dans les marchés plutôt que dans la force. Le pari de Trump peut obtenir un levier à court terme, mais le message à long terme est sans équivoque. L'énergie américaine vient avec des conditions. L'énergie canadienne vient avec la stabilité. Cette distinction remodèle maintenant la façon dont les nations pensent à leur avenir. Le monde regarde, pas seulement Cuba, mais chaque pays qui dépend du carburant importé. La force n'est pas la volatilité. Le pouvoir n'est pas l'imprévisibilité. Et alors que cette crise se déroule, l'atout le plus précieux de l'hémisphère n'est plus le pétrole, c'est la confiance. Les chiffres de l'évaluation du renseignement américain sont révélateurs. Cuba fait face à des défis réels. L'agriculture souffre, le tourisme est en difficulté, les pannes d'électricité sont fréquentes. La perte de 2 100 000 barils par jour de pétrole vénézuélien crée des pressions économiques et logistiques immédiates. Mais le langage utilisé est important. Pourrait faire face à de plus grandes difficultés. Pas va s'effondrer. Pas est destiné à capituler. Cette formulation conditionnelle suggère que même les analystes américains reconnaissent que Cuba a des marges de manœuvre. Le Mexique a déjà démontré la volonté de fournir du pétrole brut à Cuba malgré la pression américaine. Cette fourniture mexicaine, bien que ne remplaçant pas entièrement les volumes vénézuéliens, établit un précédent important. Elle démontre que les fournisseurs régionaux sont prêts à maintenir des relations commerciales avec Cuba, indépendamment des objections de Washington. Le potentiel d'engagement canadien représente une escalade qualitative différente. Le Mexique, bien qu'important, reste géographiquement et politiquement plus exposé à la pression américaine que le Canada. Le Canada, en tant que membre du groupe des 7, avec une industrie énergétique mature et des relations commerciales diversifiées, offre une crédibilité et une stabilité différentes. L'histoire des exportations énergétiques canadiennes fournit un contexte important. Malgré les multiples différends commerciaux, les guerres tarifaires et les tensions politiques périodiques, les flux énergétiques canadiens vers les États-Unis sont restés remarquablement stables. Cette cohérence à travers les changements d'administration et les cycles politiques démontre que le Canada traite les engagements énergétiques comme séparés des fluctuations politiques. Pour Cuba, confronté à un environnement où l'approvisionnement énergétique américain est explicitement lié à la conformité politique, la perspective d'un partenaire qui sépare systématiquement l'énergie de la politique offre une valeur stratégique au-delà du simple volume de barils. La prévisibilité devient une marchandise en soi, permettant une planification à long terme que les relations énergétiques volatiles ne peuvent pas soutenir. Le pari de Trump semble être que la pression économique maximale forcera Cuba à accepter les conditions américaines. Mais cette stratégie suppose que Cuba n'a pas d'alternative viable. L'émergence du Mexique en tant que fournisseur et le potentiel canadien suggèrent que cette hypothèse pourrait être défectueuse. Chaque alternative qui apparaît réduit l'effet de levier de Washington et démontre que l'isolement énergétique de Cuba n'est pas aussi complet que prévu. La question finale est donc essentielle. En transformant l'énergie en arme politique, Washington ne pousse-t-il pas ses voisins à chercher des partenaires plus stables et plus fiables ailleurs?
Dis-nous en commentaire si tu penses que la stratégie de pression américaine va finir par plier Cuba ou si elle est en train d'accélérer un basculement énergétique dans toute la région. Si cette analyse t'a aidé à comprendre les vrais rapports de force derrière cette crise silencieuse, n'aie un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer de la suite.